Bonjour. Bonjour les amis, une fois n'est pas coutume, mais c'est dans un magnifique bar typique des années 50, comme on n'en trouve plus à Paris, que va démarrer notre balade aujourd'hui, rue des Saints-Pères. Alors ici on est au Rouquet, qui est à l'angle du boulevard Saint-Germain et de cette belle artère qui démarre du côté du quai de Seine, qui traverse ce boulevard Saint-Germain et se termine rue de Seine. Cette rue marque la frontière entre deux arrondissements très chics, le 6e et le 7e. Elle doit son nom à une altération de Saint-Pierre. Depuis des décennies, elle abrite des antiquaires haut de gamme, mais aussi des étudiants d'une école très prestigieuse. Entre histoire et modernité, vous allez découvrir des lieux et des personnages très surprenants. Dans cette balade autour de la rue des Saints-Pères, Yvan va de surprise en surprise. Il va jouer sur de magnifiques jeux de loi avec Dominique qui les fabrique entièrement à la main. 6, 7, vous êtes en prison. Il va être tout heureux avec Sophie et sa fameuse fabrique du sourire. J'adore être une source d'inspiration. Il va aussi se régaler avec les fameux chocolats qui soignaient Marie-Antoinette. Je reconnais que c'est meilleur qu'un Doliprane. 5 pas, 10 pas, 12 pas 12. Puis il va même défier Frédéric en duel. Vous êtes mort. Mais Yvan a d'abord rendez-vous avec Johanna pour un jeu de piste insolite dans l'institution incontournable du quartier, Sciences Po. Alors, Johanna m'a donné rendez-vous au 13U, je pense que c'est ici. Pardon. Hop. Salut Johanna. Mais j'adore ton lieu de rendez-vous, je savais pas qu'on avait grimpé si haut. Ici, c'est le meilleur endroit pour apprécier l'implantation de Sciences Po dans le quartier. Ouais. Donc en fait, on a 8000 étudiants qui sont répartis sur 23 sites dans le quartier. 23 sites. 23. En face de ce grand bâtiment qui est la faculté de médecine, tu as le 28 rue des Saints-Pères. Ouais. Quand tu continues la rue des Saints-Pères tout droit, tu vas arriver au 56 rue des Saints-Pères, qui est le pendant du 27 rue Saint-Guillaume, où on ira tout à l'heure. Ouais. Et puis, il y a aussi rue de la Chaise, il y a le 177 boulevard Saint-Germain. Est-ce que si je te dis Émile, ça te dit quelque chose? Émile, non. Non, Non, je vois pas. Non. C'est qui? Attention, je sors une surprise. Tadam! Waouh. Qu'est-ce Eh que oui. c'est que ce magazine? C'est le magazine des Sciences Po. Des Sciences Po. Donc des alumni et des étudiants. Et effectivement, il est nommé Émile en l'honneur de Émile Boutmy, le fondateur de l'école libre des sciences politiques. Donc c'était en 1871, au sortir de la guerre avec la Prusse. Et donc il y avait effectivement l'idée que les élites françaises devaient être mieux formées et qu'on avait perdu la guerre à cause d'un manque d'innovation pédagogique dans la formation des élites C'est-à-dire que les Allemands étaient plus forts que nous, les Prussiens, en éducation. en éducation. Et donc on les a rattrapés en créant l'école libre des sciences politiques. Il y en avait combien? Les premiers étudiants, ils étaient combien? Alors ils étaient 4, c'était une promotion de 4 étudiants. C'était la toute première année et évidemment les effectifs ont assez rapidement grossi. Je te propose de t'emmener visiter l'amphithéâtre Émile Boutmy qui est le plus grand amphi de Sciences Po et on t'a fait une petite surprise là-bas. J'adore les surprises. Bon alors Yvan, je t'invite dans le couloir VIP de Sciences Po parce qu'on a plus de 400 événements par an à Sciences Po et donc pour éviter un engorgement au niveau des amphithéâtres, surtout quand des stars viennent comme Sundar Pichai, le CEO de Google, on a eu évidemment Emmanuel Macron à l'époque puisqu'en plus il donnait des cours de culture oui. générale à Sciences Po à un moment de sa carrière. Et donc au lieu de les faire rentrer directement dans l'amphi à la Johnny Hallyday avec plein d'étudiants qui les empêcheraient de passer, on les fait passer par ce petit couloir VIP qui nous permettent du coup de les faire accéder directement dans l'amphithéâtre et à la chaire. Ah, voilà le fameux amphithéâtre Émile. Les cours en grand amphi, c'est des cours des fondamentaux en fait. Donc par exemple, introduction à la sociologie, cours de droit constitutionnel, de relations internationales. Voilà. Là, je vois qu'il y a écrit péniche, ça veut dire qu'il y a un cours magistral sur la navigation fluviale ou quoi, là, non? Ah mais non, là, ça c'est une surprise. C'est une surprise et donc du coup, il va falloir que tu découvres où se trouve la péniche de Sciences Po. Ah, parce qu'en Donc, voilà, plus, il y a une on compte sur péniche. toi, Yvan. Exactement. Il y a une péniche dans la à Sciences maison. Po.
Alors Yvan, à toi de trouver la péniche. Mais du tu coup. sais, j'étais un petit peu mené en bateau, si je puis me permettre. C'est vrai? Parce que je sais où elle est, la péniche. Non. Elle est là. Je savais Tu que savais c'était déjà ici. tout? Mais Tu savais déjà tout? je connais un tout petit peu l'endroit. Je suis déjà venu à Sciences Po. Mais par contre, je me suis toujours demandé, on appelle ça la péniche parce que ça ressemble à une péniche? Exactement, en fait, elle a été construite dans les années 30, c'était un banc en bois oblong comme ça, et c'est vrai que dès le début, les étudiants ont trouvé ça amusant et l'ont surnommé péniche comme les péniches sur la Seine. Et donc c'est resté, et ce qui est assez marrant, c'est que non seulement c'est resté un petit peu dans le vocabulaire Sciences Po, si je peux dire, parce que les gens disent qu'ils se retrouvent en péniche pour Ouais. désigner le lieu et pas pour désigner le banc. C'est un peu le symbole de la maison. Exactement. Et ce qui est très amusant, c'est qu'à l'époque, tu vois, il y avait un vestiaire comme en bois juste là, mais bon, Non. en bois et tout, si. Et en fait, les messieurs, parce qu'à l'époque, enfin, les femmes sont arrivées dans les années 40 à Sciences Po, les messieurs arrivaient comme ça, puis ils mettaient leur chapeau, ils déposaient leur chapeau et leur veste avant d'aller en amphithéâtre Émile Boutmy prendre leur cours. Maintenant, ce qui est très drôle, c'est qu'on a plus de femmes étudiantes que d'étudiants en fait à Sciences Po. Et là, je vois qu'il y a des livres. C'est-à-dire qu'on peut laisser des livres comme ça, c'est libre Ah, mais service? ça va être encore des livres de la bibliothèque, parce que la prochaine étape de notre visite, finalement, c'est la bibliothèque de Sciences Po. Ah oui! Il y a Et oui, beaucoup d'ouvrages, dis-moi. Mais oui, tout à fait. Il y en a Donc combien en c'est tout une 900 000 ouvrages, exactement, donc essentiellement des ouvrages de sciences sociales qui correspondent aux 5 piliers de l'éducation à Sciences Po, sociologie, politique, histoire de l'art, économie et droit. Et il y a quelques aussi raretés, donc notamment une encyclopédie de Diderot complète. Ah oui, c'est rare ça. Oui. Et donc je te propose de te faire voir une petite originalité de la bibliothèque. Donc en fait, on a un puits. Puis, Salut Xavier. Hey, ça va? Je Ouais, vous ça attendais va. justement. Génial. Vous savez ce que je fais? Qu'est-ce que c'est que ce Eh truc? ben non, alors c'est quoi du coup Je suis en train de contrôler un peu le niveau de la Seine pour savoir si on risque une crue comme la Seine est en train de monter ces derniers temps. Je suis en train de regarder si c'est pas risqué pour nos ouvrages. Et alors? Et je le fais à l'aide de ce puits. C'est un puits qui date de quand? Précisément, je pourrais pas vous dire, mais qui a plusieurs siècles et qui nous sert, nous, à nous maintenir en sécurité et en tout cas à contrôler le niveau. Voilà, ça va, l'eau elle est quand même Là, elle est super basse. ouais. En temps normal, on n'a pas d'eau dans le fond. Ah, c'est-à-dire que la Là, il y Seine en a est un haute. petit peu, donc ça veut dire que le niveau est bon quand même. Ok. Et vous voyez qu'il reste de la marge avant qu'on soit inondé. Mais il est hyper profond ce puits là. Faut pas tomber dedans. On referme le puits? Ouais. Alors, je vous laisse Ouais, faire, parce que là, il faut du costaud là. Bah oui. Moi, ça me fout la trouille ce truc. Parfait. Et vous êtes la bibliothèque de l'ensemble des 23 sites de Sciences Po? C'est ça. Et comment vous faites pour faire voyager tous les livres entre les... Et on a un petit transport automatique des documents qu'on appelle entre nous TAD, et TAD. qui nous sert à transporter les documents d'un bâtiment à l'autre. Tiens, il y a ça qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Mais Yvan, je crois que c'est pour toi. Merci. Je suis intrigué là. Qu'est-ce que c'est que ça? Longtemps, je me suis levé de bonne heure. Ah. Et une madeleine. Qu'est-ce que vient donc faire Marcel Proust dans cette histoire? T'as trouvé tout de suite? Bah oui, quand même. Bon, bah, quand très même. bien. Eh ben, on va te montrer, on va aller ensemble aux archives. Est-ce que je peux manger la madeleine? Non. Il me manque non. Je la prends quand même. Prends-la quand même. Salut Xavier. Salut. Merci. Xavier. À Bientôt, merci à vous. Où est-ce que tu m'emmènes là? Ah mais tu ne devines pas Yvan? Non. Dans les cachots de Sciences Po. Dès que Qu'est-ce que les c'est élèves cet ne endroit font pas leur travail, ils viennent au cachot. Non pas du tout, ça c'est le chemin pour aller aux archives de Sciences Po. Ce bâtiment date du XVIIe siècle. Mais il y en a beaucoup des souterrains comme ça, des couloirs dans tous les bâtiments de Sciences Po. Énormément. Et en fait, c'est vrai qu'ici, les souterrains servent essentiellement à notre service archives parce qu'on garde tous les dossiers étudiants à Sciences Po. Tous les dossiers. Tous arrivés. J'adore. Mais là- Ah oui, Ah d'accord, oui. c'est immense. C'est immense, oui. Il y a toute une vie souterraine, effectivement. Allez, voilà les archives. Et voilà les archives. Hop, tiens, ferme bien la porte. Attention à la poignée. Bon, alors, dis donc, Yvan, d'ailleurs, où est ta madeleine? Et je l'ai mangé. Tu l'as mangée? J'avais une petite faim Non. avec tous ces kilomètres qu'on fait. Et donc voilà le dossier de Marcel Proust. Donc j'ai mis des gants blancs pour pas l'abîmer. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ce sont ces examens? C'est quoi? Alors oui, exactement. Alors là, tu vois, en fait, ça, ce sont des examens oraux qu'il a passés à Sciences Po. Tu vois la date 1892.
Histoire diplomatique de 1818 à 1878, le nom de l'enseignant, Albert Sorel. Et puis là, tu vois ses observations et c'est assez amusant, donc il a mis fort intelligent. Et puis à chaque fois, bonne réponse en général. On a les observations des enseignants. Et là, tu vois son écriture en fait. Wow. Ouais, c'est marrant, hein. Celui-là est un petit peu abîmé, mais il est très ancien. Donc c'est des dossiers qui sont à manipuler précieusement. Donc tous les étudiants qui passent à Sciences Po, on garde leur dossier d'examen. Ouais, Ça doit être énorme, j'imagine. c'est absolument énorme. Oui, oui, Il y a tout à fait. plein de personnalités qui sont passées, plein de gens connus. Ah bah oui, tout à fait. Donc on a effectivement eu Emmanuel Macron, Édouard Philippe, on a eu Léo Ferré aussi. Léo Ferré. Oui, tout à fait. Simone Ah, c'est- Veil. Oui, oui, D'accord. oui, il y a beaucoup de personnalités qui ont fait Donc il y a Sciences Po, beaucoup en effet. d'artistes aussi qui ont fait. Ah mais oui, qui ont tout à fait. Il y a Camille. Camille, Oui, la la chanteuse. chanteuse Camille a fait Sciences Po. Donc ça mène à tout, Sciences Po. Bah, oui, c'est ça, exactement. Il suffit de sortir des archives, c'est tout. Trouver le chemin pour en sortir. c'est Pour en tout. sortir, et donc on va te laisser en fait trouver le chemin tout seul. On va venir voir dans une semaine si tu es toujours là. Je ou serais si t'as desséché réussi. au fond d'une archive. Exactement. Si tu as réussi à trouver la En sortie. plus, j'ai mangé la madeleine, Oui, j'aurais c'était- plus rien à manger. Allez, Yvan est sorti, mais va rester encore un peu à Sciences Po. Pour votre minute histoire et anecdote avec Frédéric Gersal. Dans le jardin de l'école, rare poumon vert du quartier. Moi, je vous cherchais partout, mais qu'est-ce que oui. vous faites? Je cherche un petit coin de verdure surtout. moi. Ah ben voilà, vous avez trouvé, Ah vous oui. vous rendez compte? Et vous savez, c'est ce qui reste de ce qu'on appelait le pré au clair. Quand j'ai dit au clair, on l'écrit Ouais. AUX, plus loin c'est LERCS. D'éclair. Mhm. C'est comme ça que l'on appelait les étudiants, les professeurs d'université. Parce que toute l'histoire de ce petit bout de terrain, en fait, existe depuis la nuit des temps. Oh oui, oui. Ça commence avec le fils de Clovis. Voilà, il rentre de guerre, il a été guerroyé en Espagne, schling, schling. Il revient avec un morceau de la vraie croix du Christ. Alors il veut construire, à cette occasion, un lieu spécifique, une abbaye. Et c'est en bord de Seine qu'il va créer cette abbaye. Elle est inaugurée par l'évêque de Paris qui s'appelle Germain. Germain disparaît quelques années plus tard, il est canonisé et il est enterré sur le lieu. Du coup, cette abbaye devient l'abbaye Saint-Germain des Prés, Des Prés puisqu'on est en pleine nature. Ah oui, oui, ça a changé là. Oui. Alors on a un grand terrain, le Pré au Clair, il fait 1 km 200 de long. Il appartient normalement à l'abbaye, mais au XIIe siècle, on a un roi de France qui crée l'université à l'autre bout du Pré au Clair. Et là, il va y avoir une dispute entre d'un côté les moines qui veulent garder ce terrain à tout prix pour y faire du silence, la prière, le temps de réflexion, et de l'autre côté les clercs. étudiants, les clercs, effectivement, les étudiants qui veulent de ce terrain pour s'amuser, réviser, se chamailler un petit peu, et du coup, on va même aller jusqu'au duel. Ah, Il y a eu carrément. de très nombreux duels. Vous savez, monsieur, je vous en rendrai compte sur le pré. Donc entre l'église et les étudiants, c'était déjà un peu le quartier latin ici. Ben voilà, complètement. C'est-à-dire qu'on est sur la rive gauche de la Seine, on l'a bien compris. Et là, c'est là que le Paris intellectuel prend ses racines et va se développer. Donc du coup, ce pré au Clair est rentré dans l'histoire de France. Et voilà ce qui nous en reste aujourd'hui. Mais c'est un petit bout d'émotion quand même. Tiens, on va faire un duel de parapluie. Ah. Allez, dos à dos. Oui, On est parti. oui. 5 pas, 10 pas, 12 pas. 12. Vous êtes mort. N'importe quoi. Where did it all go wrong? Didn't we have it all? Now it's Au 30 rue des Saints-Pères se trouve une autre institution légendaire du quartier, de Beauvais-Galais. Historiquement, ces pharmaciens des rois de France les soignaient avec du chocolat. Plus tard, Coco Chanel se faisait livrer ses préférés au Ritz et en retour envoyait un flacon de numéro 5. Bonjour. Bonjour monsieur. J'adore votre pharmacie. Je suis certain que tous les médicaments sont délicieux ici. Effectivement. Parce qu'à l'origine, on est bien d'accord, c'était une pharmacie ici. Oui, tout à fait. De Beauvais, à l'époque, il était pharmacien du roi Louis XVI et Marie-Antoinette. Comme Marie-Antoinette, elle était souvent migraineuse, à l'époque, elle mélangeait les médicaments dans le chocolat chaud. Mais à 1779, au mois de juin, de Beauvais, pour la première fois, il a mélangé le beurre de cacao avec les médicaments de Marie-Antoinette. Et c'est comme ça qu'on a eu le premier chocolat à croquer et les chocolats historiques, Pistole de Marie-Antoinette. Donc ça veut dire que la pistole soigne les maux de tête. Effectivement, et c'était à base de lait d'amande. Je peux goûter? Je reconnais que c'est meilleur qu'un Doliprane. Ça, c'est sûr. Je sais pas si c'est aussi C'est pas efficace, amer. mais c'est pas amer. C'est vraiment délicieux. Après, C'est ça. qu'est-ce que la maison a créé?
Après, c'était en 1824, pour le couronnement de Charles X, les fleurs de lys. C'est de la ganache parfumée au caramel. Ça me semble pas Vous mal. voulez déguster? Ah bah oui, je vais bien déguster. Merci beaucoup. Il est à 72%. Beaucoup de cacao alors. Tout à fait. Et alors ça, je vois des madeleines. Oui, c'était Madeleine de Proust. À chaque fois qu'il écrivait, il était fermé dans sa chambre. Il mangeait nos chocolats pour se donner un peu de force. Quel hommage! Dans nos chocolats, on ne met pas les lécithine de soja. On met que beurre de cacao et très peu de sucre. Donc vous êtes en train de me dire que la maison de Beauvais-Galley garde en tête l'idée que le chocolat, c'est bon pour la santé. Effectivement, c'est bien, c'est antidépressant, ça coupe la faim, ça aide à maigrir aussi pour certaines personnes qui veulent faire attention à la ligne. plein. Donnez-moi tous vos chocolats. C'est à l'étage, juste au-dessus de la boutique, qu'Yvan va retrouver Bernard. Ah! Yvan, bonjour. Bonjour Bernard. Et vous êtes le 9e Oui, tout à fait, 9e descendant. depuis le fondateur. Belle maison. Oui, et ça devient rare. Il y a des pays où c'est très courant, mais en France, les vieilles maisons, restées dans leur jus, dans leur métier et grosso modo dans la famille, c'est très rare. Alors montrez-moi ce fameux livre de recettes. Le livre de Gallet, vous savez, Gallet était le neveu Oui. de Beauve, c'était un chimiste. Il a passé presque 1 an en Amérique centrale. Ouais. L'Amérique centrale, c'est le berceau du cacao. Ouais. Il en a fait des cartes, il en a fait une monographie. Voilà. Que voici, Donc ça, c'est un livre écrit par Monsieur Gallet, Tout à fait, tout à fait. qui était un inventeur absolument incroyable, puisqu'il a inventé quelque chose d'exceptionnel. Quoi. Ah, il a inventé quelque chose d'exceptionnel, il a inventé la lyophilisation du lait. Le lait en poudre. Oui, tout à fait. Et donc il est à la base un peu de toute l'industrie alimentaire industrielle moderne. Quelle famille! Parce que le tonton, lui, invente quoi? Quoi? Alors le tonton, lui, qui est un pharmacien, un enfant des Lumières, il va être le premier à réaliser une assez bonne séparation de la masse de cacao, du beurre de cacao et un mélange assez intime pour faire un chocolat à croquer. Avant, le chocolat était une boisson. On ne l'avait jamais croqué. Donc, c'est l'inventeur du chocolat à croquer. Tout à fait. Et là, on est en 1787. Et alors, il est devenu après le chocolatier quoi, royal? Alors après, il est devenu le chocolatier royal. Il y a eu la Révolution juste à ce moment-là. Il s'est retiré des affaires, comme beaucoup à ce moment-là. Il valait mieux. Il a raccroché le 2 et le Beauve. C'est assez curieux d'avoir, on se retrouve avec un 2 Beauve en un seul morceau. Il s'est consacré à la recherche. Et en 1800, il s'est établi, vraiment, ici, dans ce bâtiment-là, qui venait d'être terminé, au 30 rue des Saints-Pères. Il est passé de la pharmacie à la pure chocolaterie. Mais attention, chocolat de santé. Oui, c'est ça qui est drôle. On le reste. Oui, c'est ça qui est drôle. C'est que ici, le chocolat, ça soigne. Voilà, tout à fait. Ça soigne parce que toute l'époque de recherche des pharmaciens a montré que le cacao est un produit extrêmement riche, excellent pour le corps, à tous les points de vue, exactement comme le thé vert et en partie comme le vin. Donc vraiment un produit de santé. Le chocolat était associé à des produits qui avaient d'autres bienfaits. Donc notamment le lichen d'Islande, qui était antispasmodique. C'est-à-dire que quand on avait de la toux, le lichen d'Islande calme la toux. Ouais. Alors le lichen d'Islande, à cette époque-là, c'était courant. Maintenant, le lichen d'Islande, il y a un problème de sourcing total. C'est qu'il n'y a plus que les reines qui mangent le lichen d'Islande. Bon, et puis, apprendre à le retraiter. Donc, il y a tout un travail de recherche et de remise au point de produits qui ont disparu. Et après, il faut les tester avec le chocolat et dans le chocolat. Mais vous aimeriez relancer tout ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on y travaille. Et ça, c'est vraiment l'avenir de la maison. L'avenir de la maison, c'est de revenir... Voilà, tout à fait. L'avenir, c'est de revenir en arrière. Tout à fait. Vous avez déambulé tout petit dans la boutique, déjà? Moi, je suis tombé dedans comme Obélix. Ouais, vous n'avez pas le choix. Bah non, mais j'ai toujours aimé. Mais vous avez fait que ça? Ah non, moi j'ai fait une carrière administrative, je suis directeur honoraire à la Banque de France. Mais bon, j'ai rejoint la boîte familiale quand mes parents ont décidé de se retirer. Ah, et là vous vous êtes dit, il ne faut pas laisser tomber le truc. Exactement. Il faut continuer. Il faut choisir, j'ai pas tellement le choix. C'est dommage d'un héritage pareil, il faut le garder, il faut le conserver, il faut le préserver. Impossible de se balader ici sans faire un détour par la rue de Verneuil et la fameuse maison de Serge Gainsbourg, restée dans son jus depuis plus de 25 ans. Petit pèlerinage avant de retrouver Sophie et sa drôle de boutique. Salut Sophie! Salut Yvan, viens pour faire le sourire du jour, je t'attendais. Le sourire du jour, c'est un truc qui n'est pas normal, ça, pour un Parisien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben en fait, l'idée, c'est que chaque jour, je dessine un nouveau sourire que j'envoie après par mail via une petite newsletter, en fait. C'est une petite forme en 2001 que je dessine sur ordinateur
Ça va bien? Plutôt pas mal, justement. Ça te vient cette idée? Je suis une vraie Parisienne, mais qui Ouais. a eu la grande chance d'habiter quelques années en Espagne, où ça a été une grande bouffée de chaleur et de joie. On fait pas la gueule là-bas. Non, un peu moins en tout cas. Et du coup, en rentrant à Paris, ce qui m'a marqué, en fait, c'est de voir justement cette espèce de climat un peu anxiogène et tout le monde a râlé absolument sur tout et sur rien. Et du coup, pour me marrer, comme une petite blague, j'ai commencé à faire ce petit sourire que j'ai envoyé aux copains et à la famille, en pensant que ça allait durer une semaine. Et puis au final, j'ai plus de 1500 sourires là maintenant. Qu'est-ce qui t'inspire ce matin? alors, t'es là et tout, donc on va parler de Paname par exemple, on va faire un petit sourire J'adore Paname. être une source d'inspiration. Très bien. C'est quoi Paname? C'est un vélo, Ouais, ok. et D'accord. c'est des gens comme toi, Ouais. et puis c'est ma pomme un peu. Ça va être le plus compliqué alors. Et ça On va va être leur diviser faire un l'affaire, à styliser. Qu'est-ce que c'est que cette patate? C'est une patate. Bon alors on va refaire. Attends, je vais te faire un Tu veux truc que à je fasse toi. la gueule tout de suite ou quoi là? Non, je n'oserais pas quand même. Hop, on imagine un truc comme ça. Pas mal. Ah, ok. Je crois que ça va les mettre de bonne humeur, ces gens. Voilà, en passant dans la rue des Saints-Pères, je voulais vous faire partager mon coup de cœur et peut-être aussi vous faire découvrir la supérette la plus chic de Paris. Vous êtes ouvert tout le temps? Ouvert 7 jours sur 7, de 9h à minuit et même les jours fériés. Et vous êtes unique parce qu'il n'y en a plus de commerce comme vous. Il y en a plus Ici, on peut se nourrir, s'alimenter. Du papier toilette jusqu'au caviar. Jusqu'au caviar. Exactement. C'est formidable. Exactement. On peut boire un vin de vigneron à pas très cher. Jusqu'au Pétrus sur le fond de la cave, vous avez à peu près 280 références. Eh ben, bravo Olivier. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. C'est gentil. À bientôt. Autour d'Olivier, c'est le fief des antiquaires et des galeries. Un personnage hors norme a monté la sienne. Enfin, plutôt un atelier-galerie, puisqu'il fabrique des plateaux et des tables de jeux de loi sur lac. Ça, c'est une laque naturelle gommée. Il y a 6 couches de laque. Et puis, c'est une gravure à chaud, à la pointe à feu, en fait. Et là, vous êtes en train de faire un jeu, les Monuments de Paris. Un jeu de loi. Voilà, un jeu de loi à thème. D'accord, parce que c'est votre truc, vous, les jeux de loi. C'est devenu ma passion depuis 15 ans. Je suis passé de la laque de Chine. Mon père m'a appris le travail de la laque de Chine. Gravure sur laque. Et un jour, je suis passé au jeu de loi. Une cliente me demandait une grande table avec un plateau ancien chinois. Je n'avais pas le plateau en stock. Et puis, le soir même, j'ai joué avec mes 2 garçons au jeu de loi traditionnel. Et j'ai eu l'idée d'utiliser l'image du jeu de loi traditionnel, de faire une grande table basse, carrée, avec le jeu de loi en gravure sur la laque. Les semaines se sont écoulées et chez un bouquiniste, j'ai trouvé mon premier jeu de loi à thème, le jeu des femmes de La Fontaine. Et j'ai commencé à en faire 1, 2, 5, 10, 20. Et après, je me suis pris au jeu. Et puis, j'ai commencé à chercher à droite et à gauche. Et là, j'en ai 85. Voilà. Waouh. Voilà. Ça, c'est le jeu. Alors, on va essayer d'ouvrir. Le jeu de regardez. Le jeu de l'Alliance franco-russe. Voilà. Ok. Donc, vous avez remis au goût du jour quelque chose qui existe depuis très longtemps. Exactement. Voilà. Oui, parce que les premiers jeux datent des Médicis à la cour de Florence. Et alors, c'était pour qui? Oh, ça, c'était pour des princes. Hein. Pour des princes? Oui, oui, oui. Et on les faisait comme ça sur des panneaux extraordinaires, magnifiques, déjà, à l'époque? Non, parce que c'était toujours des petits cartons, des petits papiers. C'était que des petits cartons oui, comme oui, ça, des petits d'accord. papiers. D'accord, c'est vous qui avez eu l'idée de les mettre sur des tables en bois. Exactement, c'est mon idée. Ok. Et là, je vois les cris de Paris. Alors, les cris de Paris sont les vieux métiers des rues. Vous avez noisettes au litron, des poires cuites au four, ou alors une laitue romaine en salade. Donc, c'était les petits marchands ambulants. Et les gens criaient. Voilà. Est-ce que vous avez un jeu de loi du Kamasutra? Non, mais je peux vous le faire si vous voulez le mois prochain. Faites tout, vous. Oui, oui. Pas de problème. Pas de problème. Et vous êtes tout seul à faire ça? Alors, j'ai mes filles qui peuvent me donner un coup de main. C'est quand même du travail parce que je grave 2 fois. Je grave le panneau, je mets mes couleurs au pinceau. Une fois que mon panneau est entièrement peint, je regrave une 2e fois pour recreuser toute la gravure et permettre à la poudre de bronze de bien rester dans la gravure. Dites-moi, parlons des choses qui fâchent. Oui. Ça vaut combien? Une table, c'était dans les 4500. Une table avec la structure? Avec la structure, que je réalise. Faites tout. En chaîne. 4500. Ouais. Si je veux que le plateau, que le jeu de loi? 3500. Eh bien, si on jouait, nous? Ben avec plaisir. Allez, on va jouer sur quoi? Vous voulez qu'on prenne le tour du monde? Le tour du monde, très bien.
11, ça fait beaucoup. Hein. Eh oui. Vous avez le grand bras ou j'y vais? Vous allez le faire pour moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis en 29. Vous êtes à Shanghai. Qui va à Shanghai attend d'être délivré par un autre joueur. Je vais avoir le temps de Dommage. dire au revoir. Je vous invite à venir voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir aussi me parler sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Nous, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes en prison. Et les bons plans à retenir? Allez vous faire du bien en dévorant les délicieux chocolats de Beauvais Galais. Faites-vous aussi plaisir avec tous les drôles d'objets sourires de Sophie. Et n'hésitez pas à pousser la porte de chez Dominique pour découvrir son univers incroyable des jeux de loi.